La sirène y aller, franchement, c'était un gros coup de cœur pour tout le monde. Ça vous a fait penser à quoi, cette sirène, alors? Qu'il n'y aura plus du tout cette usine. Il n'y aura plus du tout. La sirène qui hurle, les chaudières qui se vident, les moulins qui s'arrêtent, cela a toujours marqué la fin de la campagne sucrière et rythmé les saisons. Pourtant cette année, la sirène sonne étrangement, comme une plainte, comme si une très vieille dame laissait doucement échapper son dernier souffle. L'usine sucrière de Grand-Bois est définitivement fermée. Grand-Bois est un village côtier situé sur la commune de Saint-Pierre, au sud de l'île de la Réunion. Né au XVIIIe siècle, Grand-Bois a toujours eu une double vocation. Agricole à l'intérieur des terres, dans les hauts, avec la culture du café d'abord, puis de la canne à sucre. Industriel sur la côte avec les usines de transformation de la canne en sucre. Si la dernière usine de Grand-Bois a elle aussi été victime de la concentration industrielle, ce processus n'est pas nouveau à La Réunion puisque dès la fin du XIXe siècle, alors que l'immense propriété du comte de Chopy regroupait toutes les terres cultivables de Grand-Bois et des alentours et pas moins de 5 usines, à l'époque déjà, certains sucriers prônaient la concentration des unités de production. Dans toutes les industries, sans exception, pour produire bon marché, il faut produire beaucoup. Que faut-il faire pour produire beaucoup de sucre? Il faut centraliser la fabrication. Ce n'est plus alors qu'une affaire de charroi et la question à résoudre est celle-ci. Le charroi des cannes de l'usine fermée à l'usine centrale est-il plus ou moins coûteux que l'entretien d'une usine? Poser la question, c'est la résoudre. En 1904, M. Valère Hugo, directeur des biens Chopy, centralise sur Grand-Bois l'usine de Lens, la dernière encore en service. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que l'immense domaine Chopy est vendu à une société mauricienne. Celle-ci fait faillite en 1922 et vend alors une bonne partie des terres. Le reste donne naissance à la Société des Grands Bois, fondée par la famille Hugo, les anciens directeurs, qui devient plus tard les Sucreries de Bourbon, le plus puissant groupe industriel et financier de la Réunion. Pendant près d'un siècle, après l'abolition de l'esclavage en 1848, une émigration massive de travailleurs volontaires venus d'Inde, du Mozambique, de Madagascar ou de Rodrigue fut organisée pour faire face aux besoins croissants des planteurs. Ces hommes et ces femmes d'une autre culture, parlant une autre langue, étaient totalement pris en charge par les grandes propriétés. Logés, nourris, ils étaient souvent très peu payés. Ce sont eux qui ont construit Grand-Bois. Ce sont leurs enfants qui en constituent maintenant la population. Noël Perrine est né à l'île Rodrigue. Il avait 1 an lorsqu'il émigre avec sa famille à La Réunion, son père ayant obtenu un contrat sur la propriété sucrière de Grand-Bois. Ce fut la dernière vague d'engagés volontaires. Depuis, toute la famille est restée à La Réunion. Votre papa, il était chef d'équipe. Chef d'équipe, oui. Lui, il était chef d'équipe et chef du village, quoi. Parce que dans le village, il y avait les Indiens, il y avait les Malgaches, il y avait les Rodriguais et les gens qu'on dit les Cafres, les gens d'ici, quoi. Alors, comme chacun avait des compartiments en cabanon, hein, le cabanon pour l'Indien, le cabanon pour le Rodriguais, le cabanon pour les gens d'ici, le cabanon pour les Malgaches. Lui, il était le chef de ce village-là, quoi, du village Cafouine. Il y avait dans ce village plus de 70 travailleurs, hommes et femmes. Ça faisait beaucoup pour ce village, mais il n'y avait pas d'enfants qui allaient à l'école, pas d'enfants, jusqu'à 1952. En 1952, les gens de la Cafouine ont opté pour l'école justement par rapport à la sécurité sociale. Alors ils étaient obligés de commencer à partir à l'école, mais maintenant ça y est. Mais ils n'allaient pas à l'école parce qu'ils ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école ou parce qu'on leur interdisait d'envoyer les enfants à l'école? C'était l'optique.
certains gens, autrement dit certains parents, ne voyaient pas l'importance d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'à l'époque, je vous dirais qu'à l'époque, on disait que les enfants blancs ils vont à l'école, les enfants cap ils ne vont pas à l'école, les enfants malbars. Mais mon père, lui, voyait ça de notre œil. Et les gens de cette cité-là, eux, disaient que mon enfant ne pourra pas sortir à l'école, ne pourra pas sortir en étant à l'école, voyez-vous. Alors, il préférait faire la corvée qui apportait de l'argent, qui rapportait beaucoup d'argent, parce que le fonds CFA était suffisant, était un bon fonds, et ça apportait beaucoup d'argent aux gens. Un enfant qui n'allait pas à l'école, qui travaillait, faisait fructifier la maison en soupe. La corvée était réservée aux enfants du village. Aux enfants du village, parce qu'il y avait des catégories d'enfants, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient les palefreniers, et ceux qui étaient, qu'on appelle ça, les gens qui prenaient de l'herbe pour la nourriture des animaux, c'était des rappeurs d'Akassi qu'on appelle ça, et puis les gens qui allaient prendre de la nourriture pour les lapins et puis autres corvées. Et ensuite, la corvée consistait aussi à balayer toute la cour, tout le paddock et tout ça, tout ça. Ça, c'était le travail du corvée. Consistait à ramasser des herbes, à prendre du fourrage et à balayer aussi tout le village. Les fêtes, pour nous, les seules fêtes pour tout le village où j'étais, c'était la préparation de la coupe, de la campagne sucrière. Parce que la campagne sucrière, avant, c'était la préparation se faisait au mois de juin et juillet. Et alors, lorsqu'on annonçait que la coupe, c'était pour le 16 ou le 18 juillet, tout le monde était déjà content. Parce que là, c'était la période où l'argent allait entrer dans les familles. Et quelle que soit la famille d'agriculteurs. Et à l'époque, je m'en souviens, les gens de la ravine des Caves, par exemple, il y a les lorettes, les grondins, les paillettes, les méalos, tout ça. Ce sont des gens qui, chaque année, achetaient des parcelles de terrain avec le gain de la campagne sucrière, le gain de la coupe de l'année dernière. Voyez-vous, c'était fructifiant la coupe à l'époque. Et nous bénéficions aussi des choses parce qu'à l'époque, les charretiers nous prenaient et sur son chargement là, on mettait quelquefois 2 paquets de paille et ces 2 paquets de paille valaient chacun 25 centimes. Alors, on gagnait 50 centimes en déposant ce paquet de paille là. Vous voyez, il y avait tout un truc là-dedans qui apportait de l'argent aux gens. Profondément ancrée dans la mémoire collective, la guerre 39-45 avec son embargo économique fut terrible pour cette colonie dépendante de la métropole au niveau de son approvisionnement. Il fallut se débrouiller seul, arracher la canne et planter des cultures vivrières. J'ai été à l'école, j'ai été admis à l'école en 1939, alors juste au moment où la guerre est éclatée, et j'ai grandi avec cette malheureuse guerre. Mais nous, certains d'entre nous, Grand-Boisiens et les gens de la Cafrine par exemple, certains d'entre nous ont souffert cette guerre comme ils ont pu, c'est-à-dire que nous n'avons pas vu la guerre que les gens ont vue autour de nous, parce qu'ici, il y avait à l'époque du maïs, des haricots, il y avait encore des pistaches, il y avait tout ça. Et alors que la propriété elle-même partageait avec ses engagés de la nourriture, c'est-à-dire de la morue, du riz, du maïs, et pois et sel. Alors il y avait une sorte de subsistance, on pouvait subsister. Et autour de nous, les gens qui souffraient de la guerre souffraient autrement parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas la part qu'on appelait ration. Il n'y avait pas cette part-là, cette part de ration. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, en tant qu'engagés, ils étaient un petit peu aussi privilégiés. C'est-à-dire qu'il faut soigner les bêtes qu'ils avaient, quoi. Mais c'était comme ça. Mais alors, ça faisait partie du salaire, cette ration? Oui. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de ce que gagnait votre père? Mon père gagnait 90 francs par mois. Francs CFA? 90 francs CFA par mois. Plus une ration? Plus la ration. Et à l'époque, je me souviens que le riz était à 75 centimes. Le kilo? Le kilo. J'étais à l'école jusqu'en 1948 jusqu'au certificat d'études. Donc vous avez votre certificat d'études? Non, je n'ai pas mon certificat d'études. Je me suis présenté au certificat d'études. Une fois loupé, moi aussi j'ai pris la direction des champs. Et c'était le salut, parce que lorsqu'on embauchait, quelqu'un était admis au champ, c'était comme le salut pour lui et pour sa famille, c'est-à-dire qu'il a un travail. Ce travail sur la propriété sucrière de Grand-Bois, il l'a gardé pendant près de 40 ans, M. Perrine,
mais en qualité de commandeur, de chef d'équipe. Il était en effet à l'époque un des seuls à savoir lire et écrire. Mais en 1986, les sucreries de Bourbon ont décidé d'arrêter leurs activités agricoles dans la région. La propriété a donc été morcelée et revendue bien souvent aux anciens employés qui, comme Noël Perrine, n'avaient d'autres alternatives que le chômage ou le statut de petits planteurs sur les terres qu'ils avaient cultivées toute leur vie. Depuis la fermeture de l'usine, les planteurs de Grandbois et des environs continuent d'apporter leur canne sur la plateforme. Elle est acheminée par cachalot jusqu'à l'usine du Gol, de l'autre côté de Saint-Pierre. Bonjour monsieur, vous êtes planteur? Oui, tout à fait, oui. Ça fait 4 ans que je suis planteur. Et est-ce qu'il y a une différence entre le système de prise en charge de la canne cette année et l'année dernière? C'est-à-dire que cette année, on a moins de difficultés pour le passage à la balance. Il y a moins d'attente. Et je crois que les planteurs ont compris le système de quotas, donc ça nous facilite le passage à l'usine. Donc pour vous, c'est plutôt plus positif? Pour l'instant, c'est très positif, à condition que l'usine ne tombe pas en panne et qu'il respecte le nombre de semaines. S'il est vrai que pour les planteurs, la fermeture de l'usine sucrière n'a pas changé grand-chose, on peut tout de même se demander pourquoi une usine qui était encore en 1965 la plus grosse unité de production de l'île, avec plus de 32 millions de tonnes de sucre produit, dans laquelle les propriétaires ont investi jusqu'au bout et qui d'après eux était encore rentable, pourquoi cette usine a fermé ses portes en 1991? La fermeture de l'usine sucrière de Grandbois s'inscrit dans un processus de restructuration continue de l'industrie sucrière, qui en ce qui me concerne a commencé en 1978 par la fermeture de l'usine de Stella, qui faisait 10 000 tonnes de sucre, puis par celle de Lamar en 81, puis par celle de Savannah en 86 et enfin par celle de Grandbois. L'idée derrière ces fermetures, c'est que pour être compétitif, pour faire face à l'augmentation des charges dans l'usine alors que le prix du sucre n'augmente pas, il fallait chercher à faire de la productivité. Et la manière de faire de la productivité dans une sucrerie, c'est d'en augmenter la taille. En effet, lorsque une sucrerie fait 2 fois plus de canne qu'une autre, elle a les mêmes coûts. Car devant les moulins, il y a toujours une personne, pour décharger les cannes, il y a toujours une chaîne à canne, et les frais sont fixes par usine, alors que par une augmentation de sa taille, on peut réduire le prix de revient. Donc dans tous les pays du monde et dans toutes les industries où les frais sont fixes, on assiste à un processus de concentration. C'est ce qui s'est fait à La Réunion, puisqu'entre 1978 et aujourd'hui, on est passé de 8 usines à 3 usines. Mais il y a surtout l'usine qui fait vivre la ville à son rythme. Elle emploie 100 à 200 permanents, usines et champs, plus des saisonniers au moment de la coupe. Beaucoup habitent Grandbois. Les 3/4 des salariés de la ville sont employés par l'usine. Mais économiquement, pour Grandbois, ça va poser un problème terrible. Parce que la fin d'une usine qui tourne et qui fait vivre en période de campagne sucrière quelques 150 ou 200 ouvriers, fermer, ça pose un problème économique, c'est sûr. L'employeur nous dit que ça n'a pas une conséquence trop dramatique. Et c'est vrai qu'il ne vit pas avec les ouvriers, il ne connaît pas la conséquence directe, puisque lui, il n'a pas à s'en occuper de ce que les gens vivent bien ou mal. Il a une raison de fermeture, il le ferme. Ça, c'est une loi économique. Il a des responsabilités quand même par rapport à ce qu'il était obligé de chercher à reclasser les ouvriers, ou est-ce qu'il peut fermer sans s'occuper à votre avis? Non, avec les lois françaises, on peut fermer sans chercher à reclasser quoi que ce soit. Mais vous pouvez vous rendre compte que chaque fois il y a une fermeture d'entreprise, je ne parle pas seulement des sucreries, quelle que soit la Réunion ou en France, eh bien il y a toujours un mouvement de mécontentement. Et de Châteauvieux, lui, il a essayé de créer les conditions pour ne pas avoir ce mouvement de mécontentement devant son usine. Il a réussi? Je pense qu'il a réussi. La fermeture de Grandbois s'est beaucoup mieux déroulée que les précédentes fermetures des usines de l'ISB, la filiale industrielle des sucreries de Bourbon.
On se souvient de Savannah qui avait défrayé la chronique en 1986. Peut-être les gens ont-ils petit à petit accepté l'idée d'un processus inévitable. Peut-être aussi cette fermeture a-t-elle été beaucoup mieux préparée à l'avance, en particulier par la mise sur pied par l'ISB d'un nouveau système permettant de mieux reclasser les ouvriers licenciés. Sur la région ouest. Voilà, je leur communiquerai les dates. Alors, la cellule de reclassement, c'est un dispositif juridique qui figure au Code du travail et qui accompagne les plans sociaux dans le cas de licenciement collectif pour motif économique et qui permet, avec un financement du Fonds national de l'emploi, de suivre les reclassements du personnel concerné, de procéder à des entretiens d'évaluation de leur potentiel de formation, de les orienter, de prendre en charge les frais de déplacement liés aux entretiens de recrutement auxquels ces ouvriers, ces personnes peuvent être convoqués. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, c'est une collaboration entre le FNE et la société. Et c'est quelque chose de nouveau à La Réunion? Oui, tout à fait. On a été les pionniers d'ailleurs au niveau de cette cellule de reclassement au niveau de La Réunion, et je pense qu'on peut dire que ça a été une réussite puisque dans l'ensemble on a pu reclasser à ce jour, en tout cas proposer une solution à 80% des personnes concernées par le licenciement de Grand Bois. Si les saisonniers ont été oubliés, aujourd'hui 86 des 113 permanents ont retrouvé un emploi. Un résultat étonnant dans un pays où plus de 33% de la population active est au chômage. Pour exemple, ces deux anciens de Grand Bois qui, aidés par l'ISB, ont créé la Scometrade, aujourd'hui la deuxième entreprise de l'île en chaudronnerie industrielle. 17 ouvriers licenciés par l'usine sucrière y ont été embauchés et 70 emplois créés dans la région. Mais pour beaucoup d'ouvriers, être reclassés signifie quitter leur village ou la région sud de l'île. Exemple, ceux qui ont été embauchés à l'usine sucrière de Bois-Rouge dans l'Est et à la CTBR, la nouvelle centrale thermique qui utilise comme combustible la bagasse, résidu de la canne. Cette mobilité forcée est souvent très mal vécue. Et il faut pour le comprendre tenir compte de l'importance des attaches familiales dans la société réunionnaise. Si ma femme et mes enfants sont coupés de leur famille, ils seront pas heureux comme ça, quoi. Je considère qu'ils seront mieux dans le sud. C'est pour ça que même si j'ai une promotion sur Bois-Rouge, je préférerais gagner moins au Gol, quoi. C'est pour ça que je comprends un peu les gens de Grand Bois. C'est pour ça qu'il y en a, je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas sortir de Grand Bois et qui sont condamnés aujourd'hui par le chômage. Mais bon, c'est un choix. Pour moi, le bonheur de la famille passe avant. Il y en a pour qui l'ambition passe avant. Enfin, c'est un choix à faire, hein. Moi, j'ai fait le choix de Bois-Rouge parce que je sais que je peux revenir dans le sud d'ici 3 ou 4 ans, mais peut-être que si je n'avais pas ce choix-là, je serais dans le cas des gens de Grand Bois aujourd'hui, hein. La majorité des cas des gens qui sont au chômage aujourd'hui. Et c'est ça qui est embêtant. Disons que j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance de pouvoir être reclassé ici, et bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. René Folliot fait partie des 27 ouvriers encore au chômage, licenciés par l'usine de Grand Bois. Il était cuiseur, une compétence très particulière qu'il a appris sur le tas avec les anciens. Licencié à 40 ans, il n'a aucune formation. Maintenant, tous les métiers, ils demandent un diplôme. Et nous, on n'en a pas. Là, vraiment, c'est le plus dur, qu'on n'en a pas ce diplôme-là. Et vous espérez que vos enfants auront un diplôme? Au moins, oui. Au moins. Mais avec la vie qui évolue, c'est un peu dur. Est-ce que vous seriez d'accord d'aller habiter ailleurs, de partir de... Ah non, pas de question, non. Pourquoi? Comme dit le créole, mon nombril est enterré ici à Grand Bois, ben je reste ici à Grand Bois. Même sans travail? Même sans travail. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de travail alors? Je vais faire un peu de, je sais pas moi, de sous-marin, je sais pas, je vais travailler au Nord, mais sortir à Grand Bois. Je vais travailler ailleurs peut-être, oui, mais sortir à Grand Bois. Surtout, je viens d'acheter cette maison.
Je viens d'acheter cette cour et avec l'usine même. Hein. Avant la fermeture de l'usine? En même temps que la fermeture de l'usine. J'ai payé mon apport pour acheter la terre, c'était le mois de janvier, cette année. En sachant que vous n'auriez peut-être pas de travail. Malgré qu'on n'avait pas de travail, moi j'étais obligé d'acheter cette cour. C'est pas pour moi, mais c'est pour mes enfants. Pourquoi? Parce que l'usine voulait vendre tout? Oui, voilà. Alors qu'avant, vous étiez locataire, c'est ça? Pas locataire, mais on nous donnait une maison de fonction avant. Et maintenant, c'est terminé la maison de fonction. Et moi, comme j'étais dedans, ben, c'était le privilège de celui qui était dedans, quoi. Vous avez été obligé d'acheter alors? Ben, je passe mes journées comment? Pour dire on tourne les pouces, on attend. On attend quoi? Je sais pas, on attend. Une page est bel et bien tournée dans l'histoire de Grandbois et l'on peut se demander ce que réserve l'avenir à ce village jusqu'alors essentiellement sucrier. L'agriculture, et en particulier la canne, restera prédominante dans les Hauts, liée à l'avenir même de la canne à sucre à La Réunion ou d'une possible diversification agricole. La commune essaie d'implanter une zone artisanale qui ne compte actuellement que 5 artisans installés. Sur le plan socio-culturel, seule une MJC tente, mais avec peu de moyens, de créer une animation pourtant nécessaire. Mais à part faire face aux problèmes immédiats que sont l'habitat ou la voirie, et parler du possible développement touristique de Grandbois, porte du Sud sauvage, avec sa plage certes aménagée mais non baignable. Les élus locaux ont-ils des projets de développement? Je crois qu'il y a la possibilité de faire quelque chose à Grandbois. Mais je dis plaçons Grandbois dans le cadre général de Saint-Pierre. Donc sur le plan touristique, c'est Grandbois a une carte à jouer et une très bonne carte. Il manque quoi alors pour tout ça? Pour que ça germe? Il y a les projets, il y a les désirs de la municipalité, il manque les moyens. Il manque les moyens. Notre pays a 70 000 chômeurs actuellement. Saint-Pierre, 10% de la population, nous avons 7 000 chômeurs, nous avons des milliers de RMI et de RMIs et de CES. Il y a tous ces problèmes qui touchent notre pays. Donc, notre collectivité à nous seuls, la mairie de Saint-Pierre à elle seule ne pourra pas aborder. C'est pour ça qu'il faut placer donc Saint-Pierre dans la Réunion, dans le développement de la Réunion. Quel sera l'avenir de Grandbois? Que faire des murs chargés de souvenirs, une fois les machines démontées et vendues à l'étranger? C'est à ces deux questions que doivent maintenant répondre les habitants du village. À la place de l'usine? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des maisons pour des gens, parce que le problème de logement, par exemple, c'est déjà quand même bien s'il y a plein de maisons, les gens pourraient habiter. Peut-être que s'ils transforment l'usine en une zone artisanale, oui. Faire un dépôt, quoi. Un centre artisanal, peut-être. Hein? Et puis, quelque chose pour animer un petit peu le coin. Faire pas mal de trucs, des artisans prennent ces locaux pour menuiserie ou mécanique, ou je sais pas, il y a d'autres choses à faire. Hein, mais surtout qu'il y ait des gens de Grandbois qui puissent profiter de ce qu'il y aura à l'intérieur. On pourrait faire des bureaux pour que les gens travaillent. Là, ça va m'étonner pas. Peut-être ouvrir une entreprise pour les gens de Grandbois. Et moi, il y aura après un peu de travail, mais pour l'instant, je peux pas te dire. T'es content, l'usine a fermé? Non. Pourquoi c'est pas bien alors? Parce qu'on ne gagne plus manger des cannes. Parce que quoi? On ne gagne plus manger des cannes. Pourquoi avant tu mangeais des cannes? Comment ça? On mangeait. Et c'est plus cher, on mangeait. Dans l'usine? Oui, oui. Avec nos pères. Plus qu'un milieu professionnel, c'est tout un mode de vie qui disparaît avec l'usine. Surtout pour les plus anciens, les retraités, ceux qui n'ont connu que la vie sur la propriété, dans la basse-cour comme ils disent, et qui constatent avec amertume que la fin de leur vie correspond à la fin d'un monde, leur raison d'être, leur fierté de cuiseur, de chauleur ou de conducteur de moulin. Ceux-là, comme renfermés sur leurs souvenirs, n'ont pour la plupart pas voulu témoigner. Les sucreries de Bourbon avaient, nous semble-t-il, une certaine responsabilité historique envers ces populations.
Leurs parents ont été, par vagues successives et jusqu'aux années 30, implantés et pris en charge sur le site pour les besoins de l'industrie sucrière. Mais pour les Grandboisiens qui n'ont plus la relative sécurité offerte par l'usine et la propriété, il faudra maintenant faire le dur apprentissage de l'autonomie, dans un avenir qui n'apparaît pourtant pas si sombre pour tous. Témoin, M. Perrine, 60 ans. Le devenir de Grandbois sera meilleur. Et si on me demande pourquoi sera meilleur, je dirais parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un optique très large actuellement qu'avant. C'est-à-dire nous avons plus d'intellect à Grandbois, plus de gens qui savent discuter, plus de gens qui savent préparer des choses, plus de gens qui peuvent faire quelque chose que les autres faisaient avant pour eux. Alors ils vont prendre la décision et ensuite, à partir de ce moment-là, il y aura des choses. Mais moi j'en suis sûr que demain ne sera pas moins bon qu'aujourd'hui. Mon pays,